Les lecteurs du journal L'Humanité sont de moins en moins nombreux et cela vaut mieux. Car pour chaque exemplaire vendu, l'État offre une subvention de 50 centimes d'euros au quotidien communiste. Oui, 50 centimes par exemplaire avec l'argent des contribuables français, avec votre argent. Alors, reprenez le pouvoir. Donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Mon invité aujourd'hui est Guillaume Faye. Bonjour Guillaume Faye. Bonjour cher ami. Vous êtes essayiste, journaliste, vous avez eu déjà plusieurs vies. Le jeune diplômé de Sciences Po et docteur en sciences politiques. Comme disait Confucius, il faut plusieurs vies dans la même existence. Alors vous avez apporté la preuve de cela, puisque vous avez été aussi l'un des principaux théoriciens de la nouvelle droite, du Grèce, mais aussi l'animateur star de Skyrock, alias je faisais des gags, j'ai toujours aimé. Dans les années 90, la star de Skyrock, et puis aujourd'hui le militant identitaire. En fait, dans cette biographie que et puis je donne des cours aussi à Moscou. Je fais des livres dont le dernier s'appelle Comprendre l'islam, et je travaille avec Adrien Assous sur son site qui s'appelle L'Esprit Vif. Voilà, c'est un site internet, voilà. Alors, donc je fais beaucoup de choses, effectivement. Guillaume Faye, dans cette biographie... Et je prépare un livre sur la guerre civile ethnique aussi. Parfait. Dans cette biographie, on va parler de tout ça, ne vous inquiétez pas. Quelles sont les vies que vous effaceriez bien volontiers? Aucune. Aucune. Vous regrettez rien? Non, aucune, parce que non, tout m'a apporté, non, j'effacerais pratiquement rien, non. Mais comment alors dites-moi, faites-moi ces choses simples, comment on peut être un grand intellectuel reconnu comme tel, intellectuel de la nouvelle droite, puis d'un seul coup devenir un animateur sur une chaîne en faisant des gags? Parce que ça, c'est quelque chose avec Arthur, c'est quelque chose de très moderne, en fait, c'est la spécialisation. C'est l'idée qu'on est complètement spécial, qu'il faut être spécialisé. C'est quelque chose qui date en fait du milieu du 19e siècle. Alors moi, je suis un homme, non pas du passé, mais je suis archéofuturiste, donc je suis un homme du futur, mais aussi du passé. Je pense qu'il ne faut pas se spécialiser, trop se spécialiser, parce qu'autrement on ne peut pas savoir. Vous pouvez très bien être pilote de chasse et en même temps poète, pourquoi pas. Bon, vous voyez, moi j'ai adoré faire ces gags, parce que depuis tout petit, je faisais des canulars téléphoniques, depuis tout petit, j'aimais faire rire. Donc voilà. Et c'est pour ça que j'ai accepté de diriger ces émissions sur Skyrock. Effectivement, ça étonnait tout le monde qu'en même temps je fasse des bouquins à télo. Ça les étonnait. Mais je veux dire, rien d'étonnant. C'est pas quelque chose d'étonnant. Sans vouloir me comparer à lui, n'oubliez pas que dans l'Antiquité, des gens comme Platon et Aristote étaient des gymnastes, étaient des militaires aussi, mais aussi des écrivains. Ils étaient plusieurs choses. Parfaitement clair. Un élément qui ne vous a jamais quitté, alors c'est celui de la provocation. Oui. Qui t'a choqué, ou aller à contre-courant. Provocare, ça veut dire en latin inciter les autres à vous répondre, à les faire réfléchir. Mais c'est pas de la provocation, c'est de provocation par rapport au politiquement correct. On va parler de provocation. Votre dernier billet sur votre blog intitulé le blog J'ai tout compris. Vous évoquez le colonel Arnaud Beltrame. Oui. En ces termes, était-il un bon militaire et un exemple, ni l'un ni l'autre? Oui, je sais, mais beaucoup de gens sont d'accord avec moi, mais n'osent pas le dire. La différence, c'est que moi, j'ose le dire. Le but d'un militaire, c'est pas de se sacrifier en rendant son arme et en congédiant des hommes, en se faisant tuer pour sauver une caissière de magasin. Le but d'un militaire, c'est d'abord son objectif, c'est-à-dire neutraliser un terroriste djihadiste, ce qu'il n'a pas fait. Donc, comme il ne l'a pas fait, on a dit c'est un héros. Non, c'est pas un héros. En fait, c'était un mystique chrétien, mais on ne demande pas aux gendarmes d'être des mystiques chrétiens. Et Guillaume Faye, le sacrifice de colonel Beltrame a suscité une vague d'admiration et de fierté nationale. Mais, c'est bien oui, dans mais cela. Justement, c'est une erreur. Eh bien, c'est bien dans ça qu'il a permis de contrarier le but recherché par les terroristes islamistes. Non, pas du tout, parce que dans les milieux musulmans et islamistes, ils disent ils ont reculé, il s'est rendu, il a rendu son arme, il a levé les mains en l'air. Non, justement, c'est un recul. Pour eux, dans leur tête, c'est un recul. Dans leur esprit, c'est un recul. Alors on dit c'est un héros, il s'est sacrifié. Oui, mais le but d'un militaire, c'est pas de se sacrifier. Le but d'un militaire, c'est de détruire l'ennemi. C'est ça le but d'un militaire. Ou alors je ne comprends plus rien. Ça aurait été un moine qui se serait trouvé dans ce supermarché. Il aurait donné sa vie pour sauver cette caissière. Je comprends. Mais le gendarme qui arrive avec ses armes, le but c'est de tuer le terroriste. C'est ça son but.
C'est ça le but du militaire, je veux dire. Puis alors en plus, moi ce qui m'a choqué, c'est qu'après, il y a eu des assistanats psychologiques pour les autres gendarmes en France. Est-ce que pendant la bataille de Verdun, il y avait 1000 morts par jour, il y avait des assistants psychologiques pour les soldats? Non. Donc là on se perçoit qu'on est dans un pays dans lequel on confond complètement l'héroïsme et le courage. Ça n'a rien à voir. Mais oui, ce qui est je choquant... sais que je choque parce que l'ensemble des Français, de manière unanime, a dit oh là là, quel héros non. Non, mais dans un de vos arguments, vous dites qu'il y a son engagement religieux qui a, si j'ai bien compris, parasité. Un peu parasité, oui. Mais à la tribune de l'Assemblée nationale, j'ai choisi le propos de Jean-Luc Mélenchon. Vous n'allez pas me dire que c'est lui, à un point de vue religieux affirmé. Non. Il a dit, lui, que c'était la primauté d'un altruisme absolu. Ce n'est pas une valeur exclusivement de la foi. Elle peut appartenir à tout le monde, cette valeur-là. Elle peut appartenir effectivement à tout le monde, mais elle appartient aussi, évidemment, de manière extrêmement puissante au christianisme. Mais n'oubliez pas une chose, qui dans toute la tradition militaire française, même s'il y a des aumôniers militaires, et il y a l'interview récemment de l'aumônier militaire principal de l'armée française qui dit il ne faut pas mélanger les genres. Ne mélangeons pas l'enseignement du Christ avec le devoir militaire. Ce sont deux choses différentes. Ce sont deux choses totalement différentes. Mélenchon dit le mal a été vaincu parce que la scène a été inversée. Écoutez, regardez Guillaume Fay, le nom de l'assassin, il est sorti de nos esprits, alors que le nom de Beltrame, il est dans toutes les mémoires. Eh bien, il a gagné, au-delà de son héroïsme. C'est un héros de la condition humaine, a dit Mélenchon. Héros de la condition humaine. Alors, c'est une affirmation contre laquelle je me lève, parce que je pense qu'il n'a pas fait son travail, qui était de neutraliser d'abord le terroriste. En plus, ce qui est très dangereux, c'est qu'il a eu de la chance, parce que l'autre, qui était surarmé, aurait pu sortir en dehors du magasin et commencer à tuer des gens dans la rue. Il ne l'a pas fait grâce à l'arrivée du raid inopiné qui l'a tué. Bon. Mais si le raid ne serait pas arrivé, n'aurait pas réussi à le tuer, il avait éliminé le gendarme Beltrame, il pouvait ensuite sortir dehors et tuer des gens. Donc moi je suis désolé, il y a une confusion, vous dire. C'est pas de l'héroïsme, c'est une espèce de mysticisme. Un militaire doit d'abord faire son devoir. Et son devoir, c'est d'éliminer l'ennemi. Pourquoi s'en prendre à Beltrame? Mais je m'en prends pas à Beltrame. L'unité des Français, l'union s'est faite autour de ce personnage-là, qui en donne des noms de rue. Et là, pourquoi faire le choix ça? Est-ce que les patriotes n'ont pas le droit d'avoir quand même mais tout le monde, c'est un unanimisme. Tout le monde a dit, même Macron, c'est un héros. Et moi, je me suis dit, attention, là, on est en face d'un gigantesque préjugé partagé par tout le monde, de Mélenchon jusqu'au Front National, en passant par absolument tout le monde. Et je me suis dit, mon but c'est de réfléchir, et il y a beaucoup de gens qui sont d'accord avec moi, et de dire ce qu'a fait le colonel Beltrame, homme que je respecte par ailleurs, je ne sais pas contre lui que j'en ai, c'est contre ce qu'on en a fait. Ce n'était pas son rôle que de faire ça, ce n'était pas son rôle. On va quitter Beltrame, d'accord. Je sais que ça choque. Mais je suis là pour provoquer, vous avez raison de le dire. Puis vous êtes sur TV Liberté, vous dites ce que vous avez à dire. On interdit le point de vue de personne ici. Quittons la polémique. Juste pour relever le fait, alors là, qui devrait vous satisfaire finalement, puisque vous êtes l'auteur, comme vous l'avez indiqué, de comprendre l'islam, c'est que lors de son discours aux Invalides, lors des obsèques du colonel Beltrame, pour la première fois, la République a désigné l'islamisme comme ennemi plutôt que d'utiliser comme... Alors, il ne faut pas dire islamisme, moi je dis islam, soyons clairs. D'ailleurs, au 19e et au début du 20e siècle, islamisme et islam, c'est exactement le même mot comme catholicisme. Protestantisme, judaïsme, bouddhisme, on disait islamisme, on ne disait pas islam. Bon, ça, il faut bien le savoir. Moi, ce que je dis actuellement, c'est que, et ce sera le thème de mon prochain livre, qui s'appellera « Vers la guerre civile ethnique », c'est que nous sommes actuellement à la conjoncture d'un triple phénomène, invasion migratoire ethnique et religieuse de la France. On fait venir 100 imams avec la complicité des élites françaises, avec la complicité de l'État français. On fait venir 100 imams en France, mais on détruit les églises et les temples protestants. Ne parlons même pas des synagogues, il n'y en a pas une seule, en Algérie. Vous voyez, c'est 2 poids 2 mesures. Deuxième chose, une explosion dans les banlieues du communautarisme, du djihadisme et de la criminalité. Vous avez vu ce qui s'est passé à Pau, ce qui s'est passé à Toulouse, ce qui s'est passé à Grenoble avant-hier. Ou à Grenoble, il faut le savoir, c'est la guerre civile ethnique qui commence. Des CRS qui rentraient de permission en civil se sont fait agresser par 15 voyous, il y a eu 4 blessés graves.
ils se sont fait prendre en guet-apens. C'est tous les jours. Depuis le mois de janvier, il y a eu 11 000, depuis janvier 2018, 11 000, j'ai vu ça dans le Figaro ce matin, 11 000 représentants des forces de l'ordre, policiers, gendarmes, pompiers, agressés et blessés. 11 000, c'est pas mal quand même. Hein, c'est bon. Donc on est dans une situation de pré-guerre civile ethnique et de sécession territoriale, communautarisme, qui est organisé subrepticement, c'est la fameuse taqia, c'est la dissimulation, au nom de l'islam et par l'islam. Bon. Donc là, il y a une situation de pré-guerre civile, et avec, comme par hasard, une complicité des autorités et de l'État, la diabolisation, par exemple, de l'islamophobie qui devient un péché. Même Macron, aujourd'hui, dans son discours, il a dit « Oh, mais oh là là, mais attention, il ne faut pas stigmatiser, c'est la grande expression, il ne faut pas stigmatiser l'islam. Ah bon, il ne faut pas stigmatiser l'islam. Ah bon, d'accord, très bien. » Et puis alors, on nous parle du racisme et de l'antisémitisme. Alors, le racisme, il n'y a pas de racisme contre les musulmans et contre les maghrébins et les africains. Il y a un racisme contre les blancs, contre les Français de souche, et il y a un racisme antisémite contre les juifs. Il faut le savoir. Depuis 10 ans, il y a 50 000 juifs qui sont partis en Israël pour fuir ce qui se passe dans les banlieues. Donc qu'on ne dise pas qu'il y a un racisme, c'est pas vrai, au contraire. Il y a une discrimination positive, il y a une sidération de privilèges en fonction de ces populations qui sont objectivement privilégiées. C'est-à-dire... objectivement privilégiés. Mais de toute façon, vous considérez-vous que... discrimination positive à l'embauche, etc. Vous considérez, Guillaume Fay, que le nombre d'étrangers sur le sol français ne permet plus une politique d'intégration ou une politique mais ça n'a jamais existé dans aucun pays du monde. Relisez la Politeia d'Aristote. Aristote explique très bien que pour instaurer la paix civile, une population a besoin d'avoir une ethnicité largement majoritaire. En-dessus de 1%, il n'y a plus d'intégration possible. Surtout une intégration, ça serait, vous me direz, ça serait des Polonais, comme ça a été le cas, ou des Italiens. Déjà, ça posait des problèmes à l'époque. Mais à partir du moment où c'est des musulmans qui ont une culture et une religion complètement contraire à la nôtre, l'intégration n'est pas possible du tout. Prenez le cas des Juifs en France, qui ont une autre culture. L'intégration a été possible à partir de Napoléon. Mais, numériquement, ils étaient très peu nombreux par rapport au reste de la population. Ils étaient très peu nombreux. Bon, c'est toujours pareil. Aristote disait, même entre Grecs, si on se mélange trop, si les minorités sont trop importantes, ça se termine en guerre civile. Et ça, c'est partout dans le monde. C'est partout dans le monde. C'est pareil au Tibet, c'est pareil en Afrique noire. C'est pareil absolument partout. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait ? Une constante humaine. Qu'est-ce qu'on fait ? Parce que s'il n'y a pas intégration et assimilation... Il n'y aura plus intégration et assimilation. Il n'y a déjà plus de solution des partis politiques. Non. Le Front National propose l'assimilation, d'autres proposent l'intégration. C'est pour ça, moi, j'avais écrit un livre qui s'appelait « La convergence des catastrophes », dans lequel je dis on a dépassé le stade du cancer au 3e degré. C'est-à-dire que là, actuellement, ça ne pourra se résoudre que par une crise ultra grave. Mais la théorie de l'assimilation, de l'intégration, ils sont trop nombreux. Et en plus, ils ne veulent pas s'intégrer et s'assimiler. Ils sont en situation de sécession, de guerre civile, dans les clubs sportifs, dans les écoles, absolument partout. Pas tous, non, mais de plus en plus. Un sondage a eu lieu récemment. Les gens qui se sont assimilés. Il y en a qui se sont assimilés, mais ce sont des gens qui appartiennent aux classes bourgeoises et qui sont très minoritaires. Et c'est ceux qui sont le plus anti-islamiques d'ailleurs, c'est souvent des musulmans qui ont pris conscience des choses, et notamment des femmes comme Jeannette Bougrab, etc. Bref. Mais il y a eu un sondage actuellement qui a été réalisé par 3 chercheurs du CNRS, que j'ai vu dans la presse, qui a été fait en plusieurs temps, qui a été fait sur plusieurs années. Et on s'aperçoit que plus ils sont jeunes, plus ils sont radicalisés, moins ils veulent être français, plus ils veulent se venger de la France et rejeter la France. Actuellement, dans les écoles, on estime qu'il y a 20% des jeunes maghrébins ou d'origine musulmane qui approuvent le terrorisme et le djihad, 20%. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter. Donc il ne faut pas dire qu'ils veulent s'assimiler, c'est pas vrai, c'est de moins en moins visible. Je comprends très bien. Le principe, c'est l'immigration massive ne permet plus de mener les politiques qui ont été menées jusqu'à maintenant. On est passé à un autre stade. Mais il n'y a pas de solution. Qu'est-ce que l'on fait, Guillaume ? Alors il n'y a pas de solution. Vous proposez quand même, moi je l'ai vu dans vos propos, si, il y a une vous fermez les frontières, vous la remise en cause
cause si, il y a des solutions. Vous dites qu'il n'y a pas de solution, il y en a. Il y a des solutions, mais elles sont forcément radicales. La première des solutions, mais on n'osera jamais le faire, c'est l'arrêt de la pompe aspirante. L'arrêt total de la pompe aspirante. Non seulement l'arrêt de l'aide médicale d'État, mais l'arrêt de toutes les aides aux immigrés. Madame Merkel qui fait entrer 1 million d'immigrés, c'est du délire complet, je veux dire. Pourquoi au Japon, il n'y a pas un seul immigré ? Parce qu'il n'y a pas d'aide du tout. Hein, vous êtes un étranger, vous arrivez clandestinement au Japon, vous cassez la jambe dans la rue, on vous la répare au fil de fer. Je veux dire, vous n'avez droit absolument à rien, et c'était comme ça en France avant. C'était comme ça dans tous les pays du monde. Bon, à partir du moment où il y a une pompe aspirante, bien entendu, c'est des faux réfugiés qui arrivent pour bénéficier des allocations, pour bénéficier des aides, et aides de l'État et des associations aussi. Ils le savent très bien, ça. Quand vous pensez qu'il y a eu des études qui ont été faites là-dessus, quand vous pensez que, c'est scandaleux, un petit retraité paysan, aujourd'hui, gagne moins qu'un clandestin qui est arrivé, qui bénéficie des aides d'État. Gagne moins d'argent qu'un clandestin. Vous vous rendez compte ? C'est quand même scandaleux. Alors que le type a fait toute sa carrière en France comme agriculteur, et ben quand il arrive à l'âge de 65 ans, il touche moins. Il touche moins. C'est pas normal. Il y a un problème. Et ça se fait partout dans le monde. Ça fait pompe aspirante. C'est l'effet pompe aspirante. Et puis il y a des tas d'autres mesures à prendre. C'est l'expulsion immédiate de tous les délinquants, etc. J'insiste sur la fermeture des frontières. Vous avez vu qu'il y a eu des initiatives d'alerte faites par Génération Identitaire. Oui, j'ai vu ça. Vous trouvez que ce sont des symboles forts qui vous intéressent ? Vous êtes un identitaire, vous ? Oui, je suis proche des identitaires. Ils m'invitent souvent à parler. J'approuve totalement cette initiative, mais qui n'est que symbolique, malheureusement. Mais j'approuve totalement ce genre d'initiative. Maintenant qu'on nous raconte, on ne peut pas protéger les frontières. Ah bon, on ne peut pas protéger les frontières ? Vous croyez qu'on ne peut pas protéger les frontières ? Il y a des tas de pays qui protègent parfaitement bien leurs frontières. Actuellement, M. Orban, qu'on traite de dictateur, le patron de la Hongrie, parce qu'il veut simplement protéger son peuple, protéger les frontières des flux gigantesques de migrants. C'est tout juste s'il n'est pas traité de... Alors on dit c'est une démocrature, c'est une démocratie dictatoriale, etc. Non. En réalité, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? On assiste contre ce qu'on appelle les populistes, c'est-à-dire la démocratie, c'est le même mot. On assiste au complot contre les peuples autochtones d'Europe, et pas seulement d'Europe, de deux forces. La force technocratique, très bien représentée par l'Union européenne, et deuxièmement, les juges, la dictature des juges. Cour des droits de l'homme de Strasbourg, Conseil d'État, et les deux autres juridictions françaises, Cassation et, je ne sais plus laquelle, et Conseil constitutionnel, qui systématiquement privilégient les immigrés et interdisent toute mesure anti-migratoire, systématiquement, contre la vie des peuples, contre l'intérêt des peuples. Bon. Et ça se passe partout, ça, je veux dire. Regardez ce qui s'est passé en Italie. Pourquoi il y a eu ce vote populiste en Italie ? C'est à cause de ça. Ça vient juste après la crise des migrants, etc. Donc, il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Je veux dire, il y a une sorte de complot, mais pas au sens... je ne suis pas pour la théorie du complot. Mais entre la technocratie et la dictature des juges... Eh bien, il y a un complot, effectivement, contre la volonté des peuples. Daniel Cohn-Bendit, le héros de mai 68, a déclaré « Les peuples ont tort, ils sont stupides ». Il a déclaré ça. Hein, d'accord avec Jacques Attali, d'ailleurs. Hein. Il a déclaré « Les peuples sont stupides, les peuples ont tort, ils votent mal, et c'est pas à eux de décider ». Bon, c'est la vieille théorie de la dictature, de la dictature éclairée, du despotisme éclairé. Bon, voilà. Est-ce que vous êtes patriote, Guillaume Fay ? Alors moi, j'ai eu plusieurs patriotismes successifs. Mon patriotisme principal, c'est l'Europe. C'est quand même l'Europe. Je me sens d'abord européen. Bien sûr, je me sens français, bien entendu. Mais je me sens d'abord européen. Pourquoi ? Parce que j'estime que je travaille avec les Russes, etc. J'estime que beaucoup plus de choses me relient à un Russe ou à un Italien, etc., qu'à un de mes compatriotes qui est d'une origine différente de moi. Voilà. Par exemple, j'ai des compatriotes que je respecte profondément, mais je respecte les gens quand ils sont chez eux, qui sont d'une culture musulmane, etc., je les respecte profondément.
mais je me sens beaucoup plus éloigné d'eux que par exemple d'un Russe ou d'un... Je dis ça parce que vous dites, je suis patriote européen, je suis patriote français aussi. Oui, aussi, mais ça dépend de quelle France. Mais j'ai bien compris aussi ça, mais est-ce que... dans ce cas-là, c'est votre rôle de dire, comme vous le dites, que finalement, sous forme de prophétie quasiment, la France sera morte dans 20 ans. Parce que quand la France meurt dans 20 ans, ça sera l'Europe aussi. Quoi. Oui, alors il y a un risque, effectivement, c'est la raison pour laquelle je milite. Il y a un risque, effectivement, comme vous voyez un malade moribond, vous dites, il y a un risque qu'il meurt. Il y a effectivement un risque, quand on prend les chiffres de la démographie, quand on analyse l'économie, quand on analyse ce qui se passe, il y a un risque, ça c'est certain, et c'est recherché par vos adversaires d'ailleurs, c'est recherché, d'une disparition physique de la France, de l'Europe de l'Ouest, et à plus long terme, mais ça j'y crois moins, de l'Europe de l'Est et de la Russie. Mais en tout cas, l'Europe de l'Ouest, et notamment la France, sont en péril de mort pour l'instant. Si on n'en prend pas conscience, si on est dans le déni, si on est dans le déni, on risque de mourir. Prenez les chiffres de la démographie, des naissances, tout simplement, des baptêmes. Vous savez quel est le premier prénom donné en France actuellement ? C'est Mohamed. Eh oui, c'est comme ça. C'est comme ça, dans les états civils. Alors vous croyez que c'est innocent, ça ? Non, pas du tout. Vous croyez que ça n'aura pas de conséquences à ça ? Mais on se bouche les yeux. C'est comme le malade qui tousse, il crache son sang. Vous dites non, c'est une grippe, c'est la grippe. Non, c'est pas la grippe, c'est le cancer. Bon, voilà, ou c'est la tuberculose. Bon, moi, c'est ce que je dis. Pour qu'il y ait une réaction, il faut que les gens prennent d'abord conscience du diagnostic, qu'ils voient ce qui se passe. On dit, vous êtes pessimiste, qu'est-ce que vous êtes pessimiste ? Oui, je veux dire, je préfère être pessimiste et lucide que optimiste et en me bouchant les yeux, quoi, c'est tout. Pessimiste et lucide, merci beaucoup Guillaume Fay d'être venu. C'est moi qui vous remercie.